Grâce à des archives inédites, pour la première fois, ce documentaire réalisé par Cédric Condon restituait, vous venez donc de le voir, ce que pensaient les tirailleurs sénégalais de la Grande Guerre de la France et des Français. Mais quelles traces laissent désormais ceux qui constituaient les fers de lance de notre armée coloniale? Nous allons maintenant en débattre avec nos invités présents aujourd'hui sur ce plateau de Débat Doc. Le co-auteur de ce film est tout d'abord avec nous, Jean-Yves Le Naour, bienvenue. Vous êtes historien, documentariste, spécialiste de la Première Guerre mondiale. Et donc, je l'ai dit, ce co-auteur de ce documentaire que nous venons de voir, aux côtés de Cédric Condon. C'est pas la première collaboration que vous avez avec Cédric Condon. Et vous avez déjà traité 2 fois cette question des fameux tirailleurs sénégalais à travers des documentaires. Et à chaque fois, nous avons eu l'occasion de présenter ces films dans cette émission Débat Doc. Anthony Guyon est également avec nous. Bienvenue, vous êtes historien, spécialiste des questions de défense et de sécurité en Afrique de l'Ouest. On vous doit les tirailleurs sénégalais, de l'indigène aux soldats de 1857 à nos jours. C'est un ouvrage publié aux éditions Perrin et c'est un formidable ouvrage que je conseille d'emblée à tous ceux qui vont regarder cette émission pour compléter tout ce qu'on va pouvoir se dire sur ce plateau aujourd'hui de Débat Doc. Et puis Aïssata Seck est avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes la présidente de l'Association pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais. Vous êtes d'ailleurs la petite fille d'un de ces tirailleurs sénégalais. On en parlera tout à l'heure. Vous avez été à l'origine de la naturalisation de ces tirailleurs en 2017 par François Hollande. Et vous êtes aussi la directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Je me tourne tout de suite vers vous, Jean-Yves Le Naour, je l'ai dit, archive exclusif et qui constitue évidemment le cœur de ce documentaire, les fameux phonogrammes. De l'époque. J'ai vu que vous aviez déclaré avec ce film, vous en étiez d'ailleurs assez fier, que vous avez redonné une voix aux 100 voix de l'histoire avec ce film et la découverte de ces archives phonogrammes. C'est vrai que les tirailleurs, souvent, sont des sujets. On parle d'eux, des objets. On parle d'eux et c'est normal parce que les archives sont produites par le colonisateur, par le blanc. Donc il y a toujours un discours en surplomb. Et ce qu'on a voulu faire avec le contrôle postal et surtout avec ces archives incroyables, parce qu'on ne connaît pas la voix de Joffre et on va avoir la voix enregistrée d'un petit tirailleur anonyme parmi les anonymes. Ce qu'on a voulu faire, effectivement, c'est faire entendre leur voix, raconter l'histoire autrement. C'est plus les tirailleurs qu'on raconte, c'est les tirailleurs qui vont raconter la guerre. Et on pouvait inverser cela, mais pour inverser ce regard, il fallait des archives. Et heureusement, on a trouvé ce petit trésor en Allemagne. Et il a fallu aller dans des camps où étaient prisonniers ces tirailleurs sénégalais en Allemagne, vous l'avez dit, pour obtenir ces archives, ces voix. Alors après, évidemment, le phonogramme, il y a eu l'image, il y a eu, et d'ailleurs vous en avez utilisé un certain nombre pour vos documentaires. Pour autant, est-ce qu'on a réussi à entendre, voir ces tirailleurs sénégalais à travers les images qui ont suivi les phonogrammes? On a tout de même des témoignages de ces tirailleurs sénégalais qui existent. Oui, alors effectivement, on a utilisé les enregistrements. Il y a des témoignages, alors des témoignages, notamment celui de Bakary Diallo, qui est absolument fantastique et qui a un peu le fil conducteur de tout ce documentaire, parce qu'il est le premier romancier, en tout cas le premier témoin de 14-8, qui a écrit son témoignage en 1926, qui s'appelle Force Bonté, et on voit bien là toute l'ambiguïté qu'il y a par rapport aux colonisateurs, parce que la France, c'est à la fois la force, c'est la colonisation, mais c'est aussi la bonté, parce que pour Bakary Diallo, eh bien, la France, elle avait pour mission d'émanciper les hommes. Il y avait vraiment cette idée-là. Il le dira même encore en 1974, il était devenu français en 1920, et il dira en 1974, c'est grâce à la France que j'ai découvert le monde. Donc il y avait pas cette dimension anticoloniale il appartient à un autre monde, Bakary Diallo. Et puis il y a aussi d'autres historiens comme l'américain Joe Loon qui dans les années 80 sont allés voir des anciens tirailleurs, donc des petits vieux, des anciens combattants, pour recueillir leur mémoire. Donc on a un peu fait feu de tout bois parce que la majorité des tirailleurs, quand ils arrivaient en France, ils parlaient pas le français, ils étaient analphabètes et on a très peu de témoignages. Donc il fallait. Et Dieu sait si les témoignages sont importants pour les historiens
historien que vous êtes, il reste combien d'anciens tirailleurs vivants à ce jour? Vous avez peut-être ce chiffre en tête? On n'a pas de chiffre concret. On sait qu'il reste quelques anciens tirailleurs, notamment de la guerre d'Indochine et guerre d'Algérie. On évalue à peu près un peu moins de 1000 anciens tirailleurs africains encore en vie, pour la plupart qui se sont installés dans leur pays d'origine. Donc quand on parle de tirailleurs africains, on parle bien évidemment de toutes ces troupes coloniales qui ont contribué soit au premier, second conflit mondial, mais aussi guerre d'Algérie et guerre d'Indochine. Et donc on évalue à peu près à moins de 1000 anciens tirailleurs. Et sur ceux qui sont encore en capacité aujourd'hui de témoigner, des enregistrements sont faits quotidiennement, notamment par des chercheurs et des historiens dans les différents pays d'origine. Encore récemment au Sénégal, quelques chercheurs les ont enregistrés pour récupérer les derniers témoignages. J'observe que vous avez utilisé le terme de tirailleurs africains, parce que il faut rappeler que les tirailleurs sénégalais n'étaient pas uniquement sénégalais, mais constitués effectivement d'Africains, oui, plus globalement d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, de ces colonies françaises de l'époque. Oui, on parle de tirailleurs sénégalais parce que le premier régiment a été créé au Sénégal en 1857. Et d'ailleurs, ce premier régiment est créé dans le cadre des guerres de conquête coloniale. Mais en réalité, 17 pays africains étaient concernés par l'apport des troupes coloniales dans les différents conflits mondiaux. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une période glorieuse qui a écrit la légende de ces tirailleurs sénégalais à travers les deux conflits mondiaux du XXe siècle, 14-18, la Grande Guerre, on l'a vu évidemment avec le film que nous venons de voir, et puis d'autre part la Seconde Guerre mondiale, où là aussi ils interviennent, notamment dans le débarquement en Provence, dans la campagne d'Italie. Est-ce que c'est la période d'or, la période légendaire qu'on a bien voulu nous donner à nous aujourd'hui de ces fameux tirailleurs sénégalais? J'ai quelques chiffres avant que vous me répondiez. 193 000 tirailleurs recrutés pour la guerre 14-18, 134 000 sont envoyés sur le front français, sur le front oriental. Et puis, bien c'est 15% de ces tirailleurs qui seront tués durant cette Première Guerre mondiale, 30 000 soldats. Et puis, évidemment, pour la Seconde Guerre mondiale, on enverra sur le front en 40 179 tirailleurs mobilisés, dont 40 000 seront en métropole, 17 000 morts. Et puis, évidemment, ce fameux débarquement, je l'ai évoqué, en Provence, le 15 août 1944. C'est la période d'or, la période légendaire, telle qu'on a bien voulu nous la renvoyer, à nous, Français, aujourd'hui? Oui, exactement. Si vous voulez, il ne faut pas voir les tirailleurs sénégalais comme quelque chose de déconnecté de l'armée française. C'est-à-dire, Aïssata Seck l'a bien précisé, et ils ont été créés dans le cadre des conquêtes coloniales. Donc finalement, elle est présente, l'histoire des tirailleurs, de 1880 à 1910, mais elle participe à l'occupation de l'Afrique de l'Ouest, à Madagascar, où ils vont laisser un très mauvais souvenir. Mais si vous voulez, ce n'est pas les tirailleurs sénégalais en eux-mêmes, c'est l'armée, c'est Gallieni. Et donc les tirailleurs sénégalais sont ici dans le cadre de l'armée française. Et donc quand ils rejoignent finalement la Première Guerre mondiale, tous n'ont pas conscience, c'est ce qu'on voit très bien dans le documentaire. Pourquoi est-ce qu'ils combattent? Ça, il faut être assez clair. Sur les 193 000 que vous précisez, il est vrai que quand on est sur le Sénégal, etc., on saisit ce qui est en train de se jouer en Europe. En revanche, pour la Deuxième Guerre mondiale, il faut bien vous dire que tout le monde a entendu, à ce qui paraît, l'appel du 18 juillet 1940. Ils sont très très peu. Et un des premiers hommes à le rallier, c'est Félix Éboué, le gouverneur du Tchad. Et De Gaulle va pouvoir s'appuyer sur les tirailleurs sénégalais, sur les hommes d'AEF ici, c'est-à-dire le Cameroun, l'Oubangui-Tchari, le Tchad. Et si on prend la bataille de Bir Hakeim, qui est le grand combat de la France libre, on a à peu près 3700 combattants, les 2/3 viennent de l'ensemble de l'Empire. Donc, et ici, on a vraiment des hommes qui participent à la défense des valeurs de la République. Et c'est pour ça, si vous voulez, quand on parle de période glorieuse, je ne suis pas un grand fan quand on dit les hommes y ont été la fleur au fusil, ils ont très bien combattu. C'est quoi bien combattre? C'est quoi défendre un drapeau? En tout cas, si les valeurs ont survécu, c'est aussi grâce à eux et parce que beaucoup en avaient conscience. Le recrutement de ces tirailleurs a été un peu évoqué dans ce film. Sur la base du volontariat, officiellement, c'est cela que j'ai pu lire en consultant officiellement les dossiers qui m'étaient soumis pour préparer cette émission. En réalité, ça ne se faisait pas sur la base du volontariat. Et ça aussi, c'est une période sombre, tout de même, sur recrutement sur le continent africain de ces tirailleurs. C'est très très dur d'évaluer la proportion, dans le sens où dans les archives, il sera toujours écrit « engagé volontaire ». Donc il y a des hommes, très bien, qui adhèrent, qui veulent y aller combattre. Il y a des dynasties de tirailleurs, c'est ce qu'on était en train de dire avec cette période. Mais en réalité, on allait voir les chefs de tribu, on leur demandait un quota. Si vous voulez, il va y avoir des rafles aussi, des moments violents. Et après, quand on voit que la violence, évidemment, entraîne des révoltes, en 1915-1916, vous avez une révolte dans le Bani-Volta où il faut envoyer l'armée française en pleine guerre.
Et donc ici, on va plutôt passer par la négociation, c'est-à-dire négociation avec les chefs qui vont favoriser certains clans par rapport à d'autres. On essaye de favoriser des territoires par rapport à d'autres. Si je prends les appellations géographiques de l'heure actuelle, dans le Niger, dans le Mali, on va prendre beaucoup d'hommes. Comme ça, quand on revient vers le Sénégal, on essaye de dire aux chefs, bon bah écoutez, on en a pris un petit peu plus au Mali et au Niger, comme ça on en prend un petit peu moins chez vous. Et donc, si vous voulez, on essaye d'avancer sur cette ligne de crête. En fait, on a aussi récupéré quelques témoignages d'anciens chefs de village, notamment au Sénégal, dans le fin fond du Fouta, où il y a eu un certain nombre d'enrôlements forcés. Donc, il y a eu évidemment des engagés volontaires qui étaient profondément engagés pour la défense de la patrie. Mais on a aussi eu, au moment de la Seconde Guerre mondiale, Blaise Diagne qui a eu énormément de mal à recruter de nouveaux soldats pour la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est important aussi d'avoir ce rééquilibrage de récit national français parce que, comme le disait Anthony Guillon, on va souvent lire dans les livrets militaires engagés volontaires, mais la réalité peut parfois être tout autre quand on écoute ces témoignages de descendants ou d'anciens qui étaient encore en vie jusque récemment et qui racontaient leur engagement dans l'armée française. Puis il y a le problème du retour, notamment après cette Première Guerre mondiale, avec le retour de ces tirailleurs dans leur pays d'origine, sur le continent africain. Et là, les choses n'étaient, semble-t-il, pas aussi simples que cela non plus pour ces hommes. Non, pas aussi simple. Alors d'abord, ils avaient quand même appris la langue du Toubab, la langue du Blanc, ce qui leur donne quand même un pouvoir considérable. Bien souvent, ils peuvent être des relais de l'administration coloniale. Alors, relais, ils peuvent aussi faire peur sur le plan local, parce que justement, ils ont ce pouvoir. Il y a aussi... Donc ils n'étaient pas forcément très bien vus de leur communauté d'origine. Pas toujours, effectivement, parce que vous avez quelqu'un qui a un pouvoir, qui a une espèce d'intermédiaire. Donc le pouvoir, c'est à la fois quelque chose de bénéfique, c'est un intercesseur, mais ça peut aussi vous retomber dessus, d'une certaine façon, si vous n'êtes pas amis. Et il y a aussi un ressentiment, parce que... Quel est-il, ce ressentiment ? Cela a été dit, en 1915, il y a eu de grosses révoltes contre ces enrôlements, plus ou moins volontaires, plus ou moins forcés. Donc en 15-16, il n'y a plus beaucoup de recrutement. Et en 18, ça repart à la hausse, mais c'est l'année où il y a le plus d'engagement. Et on promet, et c'est pour ça qu'il y a tous ces engagements, c'est qu'on promet la nationalité française. C'est si vous payez l'impôt du sang, vous deviendrez français. Et donc, effectivement, vous avez énormément de ces jeunes hommes qui se disent, ben voilà, on va devenir français, ce sera l'égalité. Et la France n'a pas tenu sa promesse. C'était très compliqué pour devenir français. Il y avait après la guerre, et bon voilà, il fallait déposer le dossier voilà, il fallait remplir, c'était compliqué, etc. Donc il se passe quelque chose. Après la Première Guerre mondiale, il y a aussi et pas seulement dans les pays, il y a aussi en Algérie, il se passe quelque chose. C'est peut-être le moment où on pouvait réformer, on pouvait ouvrir. La France n'a pas été à la hauteur de sa promesse d'universalité. Alors, il y a une période peut-être moins glorieuse, moins traitée, moins connue. C'est effectivement cette période peut-être qui a précédé la Première Guerre mondiale, vous l'avez dit. Ces troupes ont collaboré, ont assisté l'armée française dans la colonisation, d'une part, et puis d'autre part, après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu aussi, cette fois, s'impliquer dans la décolonisation violente. Vous avez évoqué le soulèvement de Madagascar, je crois, tout à l'heure, en 1947. Il y a aussi la répression du soulèvement constantinois en 1945, avec le film Les Indigènes, notamment, qui en parle. Et puis l'Indochine, où 60 000 soldats des tirailleurs seront engagés, 20% des forces françaises, et puis enfin l'Algérie, où 15 000 de ces soldats, soit 5% des effectifs, seront là aussi engagés. Puis la dissolution de ces fameux tirailleurs sénégalais arrivera en 1964, je crois. Ce sont là les dernières dates dont je dispose. Ça, c'est une période dite moins glorieuse, dont on parle moins, parce que... Pourquoi ? C'est l'histoire de la France, c'est-à-dire bien sûr il faut rappeler les débarquements, il faut rappeler la défense de Reims en 1918, oui. Mais quand on fait l'histoire de la France, il faut aussi assumer la colonisation, les décolonisations et donc les violences qui se sont accompagnées. Donc ces tirailleurs sont pris dans ce système-là. Si vous voulez, il ne faut pas imaginer une solidarité entre colonisés, entre Indochinois, Africains, même Africains, ce que disait Aïssa Tassek, ça ne veut rien dire. C'est comme si on avait créé les tirailleurs européens et dedans on avait mis des Slovènes, des Suédois, des Français, en espérant que ça fasse communauté. Rien que sur les langues, on ne parle pas la même langue. On met du temps à se comprendre,
Dans certains régiments, on va parler le Wolof, dans d'autres le Peul, dans d'autres le Bambara. Et effectivement, cette page, on va moins l'évoquer, mais à l'image de l'histoire française, où c'est toujours sensible quand on vient sur la guerre d'Algérie, sur la guerre du Cameroun. Là, ils sont assimilés sur la pression à Madagascar. à des collaborateurs, je mets des guillemets, hein, bien sûr, sûr. des colonisateurs. C'est tout de même ça qui j'imagine, très compliqué. C'est concernant toute la l'image tragédie de ces l'histoire des tirailleurs sénégalais. Si vous voulez, pendant longtemps, ils n'ont pas été reconnus par la France. Et pendant un certain temps, ils n'ont pas été reconnus par leur pays. Imaginez la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal qui gagnent leur indépendance. Et ces hommes-là étaient là pour empêcher qu'on obtienne l'indépendance. Donc ces hommes vont mettre très 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 longtemps à ce qu'on les reconnaisse. Donc les choses s'accélèrent grâce à des associations et à l'action de certaines personnes comme Aïssata Seck. Mais il faut vous dire que ça a commencé avec François Hollande. Donc c'est très très long. Oui, Alors, puis après, juste votre pour grand-père, parce que tout à l'heure, on a évoqué évidemment votre grand-père qui, lui, était en Indochine, a participé à cette guerre d'Indochine. Que vous en a-t-il dit de cette guerre d'Indochine, votre grand-père? Alors moi, je ne l'ai pas connu, mon grand-père. Il est décédé. Il y a peut-être des traces écrites. Il est décédé quand il était dans le ventre Ouais. quand j'étais dans le ventre de ma maman. Donc je ne l'ai pas connu. J'ai connu l'histoire aussi de mon grand-père très tard. Hein. Ouais. Je connaissais l'histoire de mon grand-père sapeur-pompier. Très peu la partie parfois difficile hein, de mon grand-père en tant que soldat issu des anciennes colonies. Par contre, des témoignages que j'ai pu avoir de tirailleurs encore vivants et qui ont participé à la guerre d'Algérie. Du côté de Bondy, notamment. Du côté de Bondy, tous les anciens tirailleurs que j'ai interrogés sur leur participation pendant la guerre d'Algérie ne s'étaient pas y allés. Ça, c'est clair. Il y avait déjà cette volonté de se dire qu'ils allaient combattre contre leurs frères musulmans. Pour eux, c'était compliqué d'y aller. J'ai 2 anciens tirailleurs qui m'ont apporté ce témoignage-là aussi et qui m'ont raconté qu'ils ont été enfermés pendant 15 jours parce qu'ils ne souhaitaient pas aller en Algérie. Ils faisaient partie aussi de ce corps de l'armée française. Ils n'ont pas eu le choix, donc ils y sont allés. Et ça a été pour eux, et encore aujourd'hui, un profond regret. Donc je pense que quand on parle aussi de la période moins glorieuse de ces anciens tirailleurs, il est important de remettre aussi les choses dans ce contexte-là, qui était difficile, et aussi la pression qu'ils ont pu subir en tant que soldats de l'armée française à l'époque. Et finalement, c'est des victimes de l'histoire, d'une certaine façon. À partir du moment des indépendances, à partir de 1960, on ne parle plus d'eux dans leur pays. Ils sont absolument pas, on ne peut pas les honorer. Ils ont combattu pour les Français. À partir du moment où il y a l'indépendance, on ne veut plus en parler. Et côté français, on les a vantés par le passé. C'était les Noirs cariatides de notre puissance coloniale, de notre empire. Mais maintenant qu'il y a les indépendances, ils passent à la trappe. Il faudra attendre en fait les années 90 et surtout les années 2000, en lien avec le changement finalement de visage de la France, qui devient multiculturelle, pour voir ressurgir toute cette mémoire en France, mais aussi, plus surprenant peut-être, en Afrique même, avec par exemple dès 2004 la fondation de la journée en hommage aux tirailleurs au Sénégal, décrétée par le président Wade, qui était petit-fils, fils de tirailleur lui-même. Elle est bien documentée, cette période de l'après-Seconde Guerre mondiale, sur ces épisodes moins glorieux, c'est vrai, du côté des tirailleurs sénégalais. Aujourd'hui, elle est bien documentée en images, en archives, en témoignages. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, les historiens, comme d'habitude, se sont rués, entre guillemets, sur les Premières et Deuxième Guerres mondiales, puisqu'il y a, évidemment, il y a une montagne d'archives, mais on se rend compte, depuis qu'on travaille sur les décolonisations, qu'on trouve beaucoup de matière. En plus, on peut avoir désormais des témoignages. Les traces vont être un petit peu On plus peut importantes encore avoir des pendant témoignages. la Première Guerre mondiale. Et oui, il y a eu tout un travail de prélèvement. Donc c'est vrai que ce travail, il est déjà conduit par plusieurs collègues. On avance assez bien dessus. Et voilà, en plus, on se nourrit finalement de tous les apports historiographiques. On voit que depuis tout à l'heure, on reste dans la complexité. C'est-à-dire on n'emploie jamais le singulier. Il n'y a pas une seule attitude de tirailleur. Il y en a qui adhèrent pleinement à la France, qui estiment que la France a apporté de bonnes choses à l'Afrique. C'était Yoro Diao qui disait ça, mais il y en a d'autres, évidemment. Ce que disait Aïssata Seck tout à l'heure, on est tout à fait conscient des combats que vont mener certains frères. Et oui, on combat, mais pas de gaieté de cœur. On a évoqué ce qu'avait été le retour dans l'entre-deux-guerres de ceux qui avaient participé à la Grande Guerre. Quelle a été la forme prise par le retour de ceux qui sont sortis de cette guerre d'Algérie, peut-être ceux qui ont enchaîné d'ailleurs, ça a souvent été le cas, Indochine puis guerre d'Algérie. C'est vrai qu'Aïssata Seck parlait de son grand-père, Yoro Diao, qui est un des derniers tirailleurs qu'on connaît le mieux, qui parle beaucoup, qui est toujours très passionné. Il a fait les 2 guerres, guerre d'Indochine, ensuite il part en Algérie, et si vous voulez, en Algérie, un jour, son officier l'appelle et lui dit écoute, ton pays est en train de devenir indépendant, est-ce que tu choisis de continuer à servir l'armée française
où à ce moment-là, tu rejoins ton pays qui est indépendant. Et il ne le fait pas ici sur des convictions. Son papa est malade et c'est pour ça qu'il va rentrer au pays. Mais donc ces retours sont très, très, très progressifs. Si vous voulez, ils ne sont pas cadrés comme ils pouvaient l'être au lendemain de la Première Guerre mondiale. Les pires des retours, c'est la Deuxième Guerre mondiale, puisque les tirailleurs qui étaient là dès 1940 sont écartés de la manière la plus violente. Il y a le massacre de Tiaroy, il y a le blanchiment des troupes. Au Sénégal, qui a fait couler beaucoup d'encre. Officiellement, 35 tirailleurs sénégalais tués. Ça, c'est aussi officiellement les chiffres communiqués. Exactement. On se rend bien compte à l'heure actuelle qu'évidemment, on sera plusieurs centaines de morts, néanmoins. Oui, à l'heure actuelle, il y a des travaux qui ont été lancés par le nouveau président du Sénégal et il y a des travaux qui sont en train d'être menés là-dessus. Les historiens les plus crédibles arrivent à plusieurs centaines de morts. Ils ont été d'ailleurs 6 d'entre eux, je crois que c'est en 2024, par le chef de l'État, Emmanuel Macron, déclarés morts pour la France. On pourrait plutôt dire morts par la France concernant ces soldats sénégalais. Bien sûr, morts par la France, c'est un moment très tragique de l'histoire de France. Et encore aujourd'hui, il est compliqué d'aborder la question du massacre de Tiaroy parce que des travaux sont encore en cours. Mais le gouvernement sénégalais a décidé de se saisir de cette question à travers la création d'une commission, Tiaroy 44, qui a travaillé sur le volet scientifique, historique, mais qui va plus loin que le volet scientifique et historique. Et la seule possibilité, la seule manière de savoir combien d'anciens tirailleurs ont été massacrés le 1er décembre 1944, ça va être les recherches et les fouilles archéologiques dans les fosses communes et les lieux en tout cas identifiés comme étant ceux où ils ont été enterrés. Il paraît que c'est le film Indigène qui a en grande partie contribué à ce que vous arriviez, avec votre association et François Hollande, le chef de l'État de l'époque, à naturaliser un certain nombre de ces tirailleurs. C'est la réalité ? Alors, il y a eu plusieurs étapes. Le film Indigène a permis ce qu'on appelle la décristallisation des pensions. Avant le film Indigène, tous les anciens tirailleurs qui avaient combattu aux côtés de la France ne touchaient pas la même pension qu'un ancien combattant français. Ça, c'est la première des choses. Donc, ce film a été extrêmement important dans l'évolution de la décristallisation des pensions. Et ensuite, la deuxième étape qui arrive bien après, 10 années après, c'est les questions de naturalisation des anciens tirailleurs. Beaucoup d'entre eux avaient fait le choix de revenir en France et avaient fait des demandes de nationalité. Ils ont été confrontés à des tracasseries administratives où ils recevaient parfois des courriers qui stipulaient qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour devenir français. Et donc là, avec mon association, on lance une pétition. On interpelle le président de la République, François Hollande. Et grâce à cette pétition et à ces 65 000 signataires, nous obtenons gain de cause. Et en 2017, le 15 avril 2017 plus exactement, 28 anciens tirailleurs sénégalais montent les marches de l'Élysée et reçoivent ce décret de naturalisation de la part du président de la République, François Hollande. Mais c'est une partie du combat gagné parce qu'après, il y a d'autres tracasseries administratives, notamment jusqu'en 2023. Ils avaient pour obligation de rester 6 mois sur le territoire français pour continuer à percevoir une allocation minimum vieillesse et on réussit à obtenir gain de cause du président de la République Emmanuel Macron et nous rentrons officiellement dans les différents pays d'origine et à savoir le Sénégal en avril 2023 avec 12 d'entre eux. Donc ça a été un beau combat et un beau parcours de gagner. Mais assez récent. Très récent, et je voudrais dire quelque chose à ce propos, puisque vous avez diffusé dans cette émission des Badoc un documentaire sur les derniers tirailleurs, justement ceux dont parle Aïssata, et eh bien c'est à la suite de cette diffusion, une semaine après la diffusion, que la décision de leur retour a été prise au sommet de l'État. Donc finalement, quand on fait de l'histoire, on n'a pas l'impression on est dans son coin, devant son ordinateur ou dans les archives, mais peut-être que, vous voyez, comme le film Indigène a fait bouger les choses, bien sûr, pour cela, il fallait une mobilisation antérieure, il fallait se mobiliser auparavant, mais votre émission a peut-être aussi fait changer les choses. Et un tirailleur sénégalais aura porté la flamme olympique en 2024. Voilà 2024. Des symboles forts. Qu'est-ce qui reste à faire pour peut-être une meilleure reconnaissance, une meilleure connaissance de cette histoire des tirailleurs sénégalais ? Un siècle d'histoire, les tirailleurs sénégalais, tout de même. C'est vrai qu'on insiste sur le travail des associations et des historiens, mais par exemple, la décision d'Emmanuel Macron a été prise le jour de la sortie du film Tirailleurs de Mathieu Vadepied et avec Omar Sy. Alors, Omar Sy dans le rôle-titre qui est sénégalais d'origine. Oui, mais c'est intéressant parce que quand vous discutez avec eux, justement, ils expliquent qu'on parlait toutes les langues sur le plateau. Des langues qu'on n'avait parfois jamais entendues. Et oui, alors dernière chose à faire, on a plusieurs idées, évidemment. Une des choses à laquelle on pense, je crois qu'on sera d'accord, c'est évidemment un tirailleur au Panthéon, ce qui sera un geste fort.
Et il y a plusieurs noms, évidemment, hein, qui circulent. Il y a plusieurs propositions. Mais bon, ici, évidemment, ce sont les présidents de la République qui prennent la décision. Jacques Chirac a accéléré les choses. François Hollande a fait quelque chose. Emmanuel Macron a encore le temps encore un petit peu de temps. Il va panthéoniser Marc Bloch. Donc, on verra quelles seront les prochaines personnes. Oui. Alors ça, c'est côté français. Mais côté africain, alors après, ça dépend des gouvernements. est-ce qu'on va dans le même sens ? Ça dépend vraiment des gouvernements, ça dépend des pays. Le Sénégal a pris le sujet à bras-le-corps. Le Mali souhaite aussi prendre la suite du Sénégal, le Burkina aussi. Ça dépend vraiment des politiques mémorielles engagées au sein des différents pays africains et la manière aussi dont on traite de la question. C'est toujours un sujet incandescent dans certains pays africains. Non, ça dépend. En réalité, ça dépend parce que beaucoup plus de jeunes chercheurs, d'historiens qui ont travaillé sur la question depuis des années se saisissent mieux de la question. Et on a surtout aussi une jeunesse beaucoup plus conscientisée qui s'intéresse à cette question-là. Et donc, qui dit jeunesse plus conscientisée, dit forcément une utilité et une envie forte de se documenter. Et donc, ça dépend en réalité des différents gouvernements. Mais pour rebondir sur la question, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ? Évidemment, l'entrée au Panthéon d'un ancien tirailleur, mais une meilleure intégration de ce récit national, de ce récit en tout cas, historique dans le récit national français, et pourquoi pas avoir aussi une place un peu plus importante dans les différents programmes scolaires. Eh bien, c'est dit. Un grand merci vraiment à tous les trois d'avoir participé à ce débat doc sur la base du documentaire que vous avez coécrit, que nous avons eu le plaisir de regarder ensemble, de présenter à nos téléspectateurs pour faire découvrir, redécouvrir cette histoire des tirailleurs sénégalais, un siècle de notre histoire. Vos réactions, ça sera sur #débatdoc, bien entendu. Merci à Félicité Gavalda, Thibaut Brosset-Ekel, qui, comme à l'accoutumée, m'ont aidé à préparer cette émission. Prochain rendez-vous avec Débat Doc, ça sera la même place, la même heure, mais toujours avec son documentaire et son débat. À très bientôt.